voilà, reparti pour un autre tour. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous être toujours fidèles au programme de Canal Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30, bien sûr, avec nos invités et surtout la rubrique, la seule rubrique habituelle du mercredi matin, à savoir la rubrique Agenda culturel. Tout à l'heure, Lilia Ben Nasser viendra sur notre plateau. Elle sera là pour nous donner les grandes lignes de la semaine culturelle ici à Alger et ailleurs, bien sûr. Elle sera accompagnée aussi par la commissaire du Festival de la musique Sanaa. Ça va commencer, ça sera du 3 au 6 mai, donc le Festival de la musique Sanaa. Protégeons la musique andalouse, bien sûr. C'est pour nous en parler, elle sera là pour nous en parler. Ça sera donc du côté de Ibn Zaydoun. On en saura tout à l'heure plus avec la commissaire et bien sûr tous les détails. Nous aurons également aussi à fêter ensemble le Festival culturel européen, la 19e édition. Aujourd'hui, le Portugal sera à l'honneur avec une jeune artiste aussi, Marina Emilia, qui sera accompagnée de ses musiciens sur notre plateau. D'ailleurs, on débutera l'émission avec eux pour profiter un petit peu de cette belle musique fado du Portugal. Nous aurons aussi le plaisir de voir aussi son parcours et surtout d'apprendre un petit peu tout son parcours et surtout le spectacle qu'elle donnera ce soir en compagnie de tous ses musiciens. Nous recevrons également des jeunes étudiants de l'école des Beaux-Arts, de l'école d'architecture, l'EPO, pour nous parler de ce concours d'architecture dans le cadre du mois du patrimoine. Ils reviennent. Il s'agit donc du club Nomade, un club donc créé au niveau donc de l'école d'architecture de l'EPO. Ils viendront nous parler de ce mois du patrimoine. Et puis gros plan aussi sur une revue, la revue Hitmag, très connue et déjà ancienne, la revue Hitmag, qui est aussi un mensuel informatique qui vous donne tous les conseils, toutes les informations concernant l'informatique. Il sera là pour nous en parler, le directeur de la publication sur notre plateau. Et puis un chef cuisinier aujourd'hui, on fera un gros plan sur bien sûr la gourmandise et surtout sur les bons plats. Nous recevrons un chef cuisinier et pas des moindres puisqu'il a représenté l'Algérie à un concours international et il a eu donc la médaille d'or de la cuisine méditerranéenne bio. Ça s'est passé en Italie. Il viendra nous parler de cette belle aventure. Et puis voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier notre programme d'aujourd'hui. Et puis sans plus tarder, on va commencer avec la météo présentée ce matin par Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, elle est avec nous, elle est en forme. C'est Mina, comment ça va? Ça va? Bien. C'est le 2 mai, déjà on entame le mois de mai, ça va commencer très fort hein, avec les taux de chaleur aussi et les températures qui vont peut-être grimper. Grimper petit à petit. Bonne fête, puisqu'hier c'était donc la fête des travailleurs. On dit encore une fois à tous ceux qui, bien sûr, sont à leur poste, bonne fête, qui ont profité hier de leur journée chômée payée, tant mieux pour eux. Nous on a travaillé en tout cas, bon. On va se rattraper. On va se rattraper, on va essayer. On vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil. Et bien ça s'améliore hein, petit à petit sur la moitié nord avec un ciel peu nuageux à l'ouest et au centre toujours nuageux sur la partie est avec quelques pluies. En journée un peu plus vers les Aurès. Sur la partie sud, le ciel restera passagèrement nuageux sur le Nord Sahara, les oasis voilées sur le Sahara central, le Sahara oriental au quart et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables avec sur la moitié nord, 18 degrés à Oran-Tlemcen, on notera 17 degrés à Alger, 16 degrés à Annaba, 12 à Sétif, 24 degrés à Ardaya Béchar, 29 degrés à Tindouf, 28 à Hassim Saoud, 32 34 degrés à Janet et enfin 44 degrés, ça sera la maximale pour les... On passe tout à l'Europe. Aujourd'hui, le ciel est plutôt couvert, notamment à Berne, Berlin, on notera des averses à Paris, Prague, Rome, Budapest, un ciel plutôt dégagé à Athènes ainsi qu'à Bucarest, côté Mercure, on notera 16 18 à Madrid, 20 degrés à Marseille, 27 degrés à Rome, 17 à Berne, 16 à Berlin, 23 degrés à Prague, 29 à Budapest, 28 à Bucarest et enfin 24 degrés à Varsovie. Place tout de suite à... Puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie, votre entière sur les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps.
Mobilis, partout avec vous. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel et surtout comment sortir ce matin, bien protégé s'il faut. En tout cas, quelques petits frissons, pas trop froid, hein, ça va. Non, pas trop. Pas trop froid, Pas des trop. petites vestes légères de saison. Voilà. Vous avez suivi le match d'hier ? Un petit peu. Un petit peu match, donc JSK, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Inch'Allah, en tout cas, le jeu, c'est fait. C'est ça, il faut toujours un gagnant et un perdant. On félicite l'équipe, bien sûr, de Sidi Belabès. Bien sûr, avec beaucoup de fair play, une belle rencontre. En tout cas, on félicite les deux équipes qui ont pu jouer cette Coupe d'Algérie. Puis Hakim sera là pour, bien sûr, rappeler un petit peu tous les événements à travers, bien sûr, son émission. Hein. On aura le plaisir de le suivre sur Canal Algérie. Merci, Mina. Merci à vous. On vous invite à rejoindre, bien sûr, les coulisses de Canal Algérie avec une belle chanson. Avec plaisir. Alors, Bebel West avec cette chanson Toraya. Voilà, de retour sur notre plateau pour justement être toujours en musique, avec la musique qui nous vient d'ailleurs.
la musique internationale avec le Festival culturel européen, 19e édition déjà, avec bien entendu son éventail de musiciens venus d'ailleurs et surtout d'Europe. Alors aujourd'hui on accueille le Portugal qui est à l'honneur avec une chanteuse et une voix donc venue avec de pays lointains parce qu'elle est brésilienne et elle a été adoptée par le Portugal. Il s'agit de Marina Emilia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Obrigada. Comment on dit en portugais? Bem-vinda. Bem-vindo. Voilà, Benvin. Avec nous également donc Nuno Barros, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes le manager du groupe et de l'ensemble et surtout de la chanteuse Marina. Avec nous également les trois musiciens avec leur guitare. Francesco Gaspar, bonjour. Bonjour. Sandro Costa, guitare portugaise, bonjour. Et Carlos Ferraz, guitariste aussi, bonjour. Bienvenue en tout cas à vous tous et bienvenue en Algérie. C'est une première fois? É uma primeira vez? É primeira vez. Oui, donc justement, vous allez rencontrer ce soir le public algérien à la salle Ibn Zaidoun et vous allez nous faire le plus beau spectacle. Portanto, como é a primeira vez, vais encontrar pela primeira vez o público argelino e achas que vai ser um bom espetáculo? Acho que sim. Oui. Et elle pense que oui. Elle pense. Eh ben, on l'espère en tout cas que le public sera ravi parce que les Algériens adorent le fado. Et j'imagine que cette histoire de fado, elle l'a eue depuis très jeune. J'ai pu lire elle est brésilienne donc de naissance. Elle a toujours accompagné son papa à travers des voyages au Portugal. Et c'est là qu'elle est tombée amoureuse donc, du fado. Ela queria que o público argelino vai estar muito contente porque gostam muito do fado. Tu nasceste no Brasil e foi lá que começaste a cantar e sempre acompanhaste o teu pai a cantar ou foi a partir do momento com o teu pai que começaste a cantar? Portanto, foi desde que o meu pai começou a ir para os fados, acompanhei-o sempre, mas começar a cantar profissionalmente foi em Portugal. Maria, elle a commencé à chanter avec son père, dès qu'il jouait les fados, dans les casas de fado, mais c'était seulement au Portugal qu'elle a commencé à jouer professionnellement. Voilà, et bien entendu, le Portugal l'a complètement adoptée et aujourd'hui elle fait une carrière internationale, elle a des albums et elle fait le tour du monde aussi. O Portugal adotou-te, hoje em dia tens uma carreira internacional e fazes turnês internacionais. Sim, Portugal adotou-me. Acho que fui eu que adotei Portugal, até. E vou por aí, mas espero fazer mais concertos e espero que a carreira seja muito maior e de longos anos e conhecer o mundo todo e voltar mais vezes à Argélia. Maria, elle croit qu'elle a adopté Portugal. Ah, pas ça le y est, contraire. c'est pas le contraire. Et maintenant, elle commence sa carrière et elle fait des concerts ailleurs et elle espère de revenir en Algérie aussi. Pourquoi pas, bien sûr. Alors quand on dit, bien sûr, Brésil, on entend la musique aussi qui est riche aussi en culture musicale, la bossa nova, on peut écouter aussi beaucoup de rythmes venus du Brésil, mais c'est le fado qui l'a toujours bercé. Et comment est-ce qu'elle a réussi à travailler cette musique qui est assez quand même une rigueur pour obtenir justement cette notoriété? Apesar do Brasil ter tantas fontes musicais que podem ser trabalhadas, como é que tu cantas o fado? Porque é que cantas o fado e como é que o trabalhas? Porque cresci a ouvir, não é? Por influência do meu pai. E portanto o trabalho foi sempre esse, foi ouvir em casa desde menina e isso mantém-se até hoje. O trabalho de casa é esse e trabalhar o fado é assim. C'est le travail du fado comme c'est normal de travailler fado. Elle écoutait à la maison avec ses parents et elle écoutait tous les jours. Et c'est ça, c'est ça le secret. Le secret. Voilà. Mais beaucoup de travail aussi, puisqu'elle a fait donc les écoles reconnues donc du Portugal concernant le fado. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a réussi à se démarquer par rapport aux artistes portugaises.
Fizeste escola de fado, fizeste alguma coisa? É por isso que te consegues destacar dos artistas portugueses hoje em dia? Não. Para já, porque escolas de fado não existem. A escola de fado é ir às casas e aprender, portanto, o aprender é ver e ouvir. É ir aos locais onde se canta o fado. E mais o quê? E se é por isso que te destacas dos artistas portugueses hoje em dia? Todos os artistas portugueses têm o seu espaço, mesmo até as próprias fadistas. Todas têm o seu espaço e a sua forma diferente de estar no meio, e acho que todas passamos por isso um bocadinho. Acho que a escola, pelo menos nos artistas de fado, a escola é a mesma. D'accord. Mas somos todas diferentes. Il n'y a pas vraiment une école de fado au Portugal. L'école, on se dit. Il y a des lieux où on chante il y a quand même. des lieux où on Voilà. chante tous les jours, tous les nuits. Et ça, c'est la meilleure école. Tout à fait. Et donc, Maria, toutes les chanteuses aujourd'hui ont une façon différente de chanter. Et donc, Maria chante de sa manière. Eh bien, on va l'écouter. Puisque vous êtes venus avec vos musiciens, on va écouter un morceau, peut-être un extrait que vous allez jouer ce soir à la salle Ibn Zaidoun, bien entendu. Allez-y, faites-nous le plaisir de chanter en direct dans Bonjour d'Algérie ce matin. Mais voilà. Conheces bem a minha alma, ninguém lava a palma dentro dela. Dás-me amor, o silêncio que me acalma e pões meus gritos d'alma à janela, amante das estrelas e da noite. Por noite é o meu peito onde acordar. Te ergues e não há ninguém que afoite o que dizes em mim, meu adorar. Eu sou essa ternura que me dás e se mistura nesse olhar de tristeza que tem a sua beleza. Sou também a palavra que na minha voz é escrava. Sou a saudade atrás de quando juntos somos sós. Eu sou somente essa solidão, só por ti na multidão, caminho incerto e errante, pois tu, ó meu perfeito pecado, amor alegre e chorado, és meu fado, amigo e amante. Os versos com que beijas minha boca são rosas de toucar avermelhadas. Se os canto, saio de mim como louca e estas palavras choram-se cantadas. Não posso mais calar esta loucura, porventura o destino quer-me assim, andando a vida inteira à procura de ti que vives só e para mim. Eu sou essa ternura
que na minha voz é escrava. Sou a saudade atrás de quando juntos somos sós. Eu sou somente essa solidão, só por ti na multidão, caminho incerto errante, pois tu, ó meu perfeito pecado, amor alegre e chorado, és meu fado, amigo e amante. Só por ti na multidão, caminho incerto e errante, pois tu, ó meu perfeito pecado, amor alegre e chorado, és meu fado, amigo e amante. Bravo, 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 merci beaucoup. Très beau spectacle en avant-première, bien sûr, avant, bien entendu, le spectacle de ce soir, ça sera à la salle Ibn Zaydoun et ça sera à 19h, bien sûr, avec la belle voix, la sublime voix de Marina Emilia, qui sera, bien sûr, avec ses musiciens. Et bravo aussi à vous, talentueux musiciens, qui nous ont, en tout cas, donné un spectacle spécialement pour Canal Algérie ce matin. Alors, parlez-nous un petit peu du programme de ce soir. O programa desta noite vai ser sobretudo o quê? Sobretudo trazer aquilo que há de mais tradicional em Portugal, que é a nossa música, o fado, até ao público argelino. On va montrer l'album parce qu'il est sorti aussi, l'album de Maria Emilia, où on voit 3 extraits. C'est en EP, comme ça s'appelle aujourd'hui. C'est avec 3 morceaux qui seront dans son premier album dans le prochain mois. Et Maria aujourd'hui va chanter surtout des fados traditionnels pour le montrer à le public algérien. Magnifique, en tout cas magnifique voix. Et puis j'imagine que bien sûr le public algérien sera en communion avec ces artistes. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'elle viendra en Algérie et que les musiciens aussi l'accompagneront à chaque fois avec vous, bien sûr. Espero que não seja a última vez que vens à Argélia que com estes músicos que te acompanham. Também eu espero que não. Elle attend aussi que ce serait pas la dernière. En tout cas, bravo à vous. Bienvenue encore une fois en Algérie. Et puis, bonne chance pour le spectacle de ce soir. Merci. Voilà. Un dernier mot peut-être pour son passage ici à Alger? Queres dizer alguma coisa da tua? Muito obrigada pelo convite. E pronto, espero vir mais vezes. J'espère que vá ao concerto logo à noite. J'ai compris, j'espère qu'il y serait. Voilà, normalement. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Spécialement, je sais que le programme, quand on a un programme le soir, c'est difficile de se déplacer, mais en tout cas, bravo d'avoir fait le déplacement dans notre émission le matin. Obrigado por teres vindo, mesmo com o concerto logo à noite. É sempre complicado vir de manhã um programa de televisão, mas muito obrigado por teres vindo. Obrigada a nós. Merci à vous et bon spectacle, merci aux musiciens et à très bientôt. Au revoir. Eh bien, on continue notre émission après cette belle pause aussi musicale avec nos artistes et surtout la talentueuse Marina Emilia. On va continuer notre programme avec cette fois-ci un reportage concernant notre communauté algérienne établie à l'étranger, notamment à Marseille, avec le déplacement du ministre de l'Habitat qui a parlé des facilitations du programme LPP et en Sèche. Regardez, on se retrouve juste après.
500 demandes de l'étranger enregistrées à travers les 24 wilayas, 84% émanent de France et 79% de ce taux de demandeurs de logement ont validé leur choix de site. Ce sont les chiffres annoncés par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme à Marseille, dernière étape de la campagne d'information gouvernementale sur des facilitations décidées par le président de la République et octroyées à nos ressortissants à l'étranger dans le cadre des programmes LPP et ANSEJ, un dispositif expliqué de manière exhaustive par Abdelwahid Temmar. Je pense que la mesure est incitative, clairement. On n'a pas forcément l'apport nécessaire d'un coup pour acheter un bien et je pense que c'est une manière intelligente en fait de nous inciter à revenir. La question d'acquérir un bien en Algérie s'est toujours posée. Aujourd'hui, ces taux me permettent de passer à une étape supérieure et éventuellement d'investir réellement sur un bien en Algérie. C'est une très belle mesure, une bonne mesure de la part du président de la République et toute la communauté lui est reconnaissante pour cette mesure. Abdelwahid Temmar a rappelé à Marseille également la simplification de la souscription réduite à une simple demande et à un numéro d'immatriculation consulaire pour bénéficier d'appartements allant de F3 à F5 et d'une valeur variant de moins de 59 000 € à 88 000 € avec une possibilité de crédit allant jusqu'à 90% du montant. À la fin de la rencontre, Abdelwahid Temmar a remis à 4 souscripteurs leurs affectations d'appartements parmi les 47 déjà affectés à Marseille. ونقول لكم ان شاء الله تزيدوا القدام ان شاء الله وبوتفليقه الله يزيد له في العمر والله يشد فيه والله يكبر كلامه والله ان شاء الله يكون رئيس فوق الرئوس. احنا جينا بمهمه هذه تاع فخامه رئيس الجمهوريه ان نعطينا هذه الرساله لما نحلوا المشكله تاع الام هذه اللي كانت محرومه من السكن واليوم اعطيناها الحق في السكن ودات القرار تاعها ان شاء الله نعموا على كل المواطنين وهذا هو الهدف تاعنا وحنا ما متخوفيش بالبرنامج لاننا برنامج السكن الجزائري برنامج كبير وعظيم وان رئيس الجمهوريه عطانا كل الامكانيات باش ننجحوا ما كاش حاجه تمنعنا لكن لما تشوف الفرحه تاع هاد الناس اللي راهم عايشين في الغربه ويتمناو يولوا للجزائر نظن اكبر نجاح هو هذا هو اليوم. De même que dans le cadre de l'ANSEJ, les porteurs de projets peuvent acquérir jusqu'à 73 000 € avec un apport de 1 à 2% et un différé de 3 ans, des crédits bonifiés à 100%. Depuis donc les mesures qui ont été bien sûr orientées par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, concernant les dispositifs d'aide à la création d'entreprises sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, nous avons commencé cette opération à partir du mois de janvier donc, 2018. Durant le premier trimestre, nous avons plus de 300 entreprises donc, issues donc, de l'immigration et il y a aussi donc, plus de 100 inscrits depuis donc, le premier trimestre 2018. Enfin, on a un projet pour nous les immigrés. Ça fait plaisir pour les jeunes. Le ministre du Travail, qui a passé la main à ses équipes pour des raisons d'agenda, avait promis lors de ces rencontres de mettre en place une campagne d'information, une forme de caravane composée de techniciens qui sillonnerait la France et qui irait à la rencontre des jeunes désireux d'investir en Algérie. Voilà, c'était donc, vous l'aurez compris, un reportage signé Afef Belhouchet. Eh bien, tout de suite, nous allons nous intéresser aux étudiants et surtout au travail, bien sûr, d'un club très actif au niveau donc de l'école d'architecture d'Alger, l'EPO. Avec nous, donc, 4 étudiantes, 4 belles jeunes filles qui vont nous parler un petit peu de ce concours qu'elles ont initié. Alors, Célia Benyahia, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous connaissez les lieux, vous, ça y est. Oui, ça va. Vous êtes passé vendredi dernier. Exactement. Voilà. Bienvenue parmi nous. Vous êtes la présidente du Nomade Club de l'EPO. Vous êtes accompagnée par Fatma Seker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes... nous recevoir. Merci à vous. Vous êtes chargée de la rédaction de ce club, c'est ça? Effectivement, oui. Jihan Mariam Brahimi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes donc membre actif, vous, au sein du club. Et la toute dernière, Ismahan Batash, vous êtes la trésorière. Bonjour. Oui. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Vous êtes prête? Ça fait... Vous êtes en quelle année au niveau de l'EPO? Nous, on est en 4e année. Et nous, en 3e année. 3e année encore. Oui. Vous êtes avec les perspectives ou pas encore? On a Chaque année, on a dépassé ça, voilà. Ah, vous avez dépassé ça, d'accord. Et donc, vous êtes avec vos maquettes, avec votre projet de fin d'année. Pratiquement. Oui. Pratiquement. Et donc, vous êtes très soucieuse de notre patrimoine. C'est pourquoi vous avez lancé ce concours au sein donc, de votre club. Racontez-nous un petit peu tout ça.
pour ce qui est de notre club, on est très axé patrimoine de base. Oui. Alors en fait, on profite de tous les événements pour un peu s'exprimer sur la chose. Et justement, il y a l'événement Archivision. On en est donc à la 3e édition. Et ça fait 2 ans maintenant. Et à chaque édition, on profite un peu pour thématiser la chose, mais que ce soit toujours en rapport avec le patrimoine. On essaie en fait de toucher un peu au patrimoine algérien qui est riche et varié, comme vous le savez. Vous avez de quoi faire. Hein? Effectivement. Voilà. Donc, je pense que Célia vous en a parlé la dernière fois, donc de ce qu'on fait, mais aussi de cet événement justement, comment il s'est déroulé. Et spécialement pour cette 3e édition, on l'a axé sur un patrimoine qui prête fragile, en fait fragile, à je dirais, perdition. Effectivement, et qui prête en fait à discuter. Il y a de quoi discuter en fait. D'accord. Et c'est le patrimoine dit colonial du 19e et 20e siècle. On le voit partout, on le voit à Alger dans le style haussmannien. Oui, effectivement, plus connu comme ça aussi. Et nous, on se soucie, en fait, on s'est posé des questions sur l'ampleur de ce patrimoine qui n'est pas classé, voilà, et dont la valeur est reconnue. Et c'est ça, justement, le paradoxe. Et on s'est posé donc plein de questions, que ce soit sur l'ampleur de ce patrimoine, sur, en fait, son avenir. Sa prise en charge aussi par les experts, les autorités, la société civile. La ville d'Alger a fait un énorme travail de rénovation, restauration. La ville d'Oran aussi, il y a quelques temps aussi, s'est attelée à travailler sur la restauration de ce patrimoine, comme vous le dites si bien, et donc reconnaître un peu l'importance de ce patrimoine. Et bien sûr, travailler avec des experts pour pouvoir restaurer. Oui. Mais en fait, la question qu'on s'était posée, c'était est-ce que justement les autorités, comme la wilaya d'Alger et la wilaya d'Oran, avaient peut-être fait assez d'études sur ce patrimoine qui n'est pas classé pour quand même intervenir dessus. Donc nous, en tant qu'universitaires et aussi avec tout le corps de l'EPO, le corps des chercheurs de l'EPO, on se pose ce genre de questions-là. Voilà. Et vous avez fait une conférence samedi, vous avez appelé plusieurs intervenants, des experts en la matière. Des experts en la matière. On a essayé en fait de cibler en fait des personnes en fait qui sont dans le domaine. D'accord. Que ce soit recherche opérationnelle, que ce soit des personnes qui travaillent, qui ont déjà eu à travailler sur ce patrimoine, sur le terrain en fait. Pour en fait, l'idée c'était de relater ce qui se faisait actuellement en Algérie par rapport exactement à ce patrimoine, parce que comme vient de le dire Célia, il y a des choses qui se font actuellement, il y a des interventions qui se font sur ce patrimoine. Donc il faut vraiment aller vite vers, comment dire, améliorer la recherche opérationnelle et leur donner les outils pour... Parce que ça va vite, ils sont en train d'intervenir et peut-être qu'ils interviennent mal. Qui sait? C'est ça l'idée. Ce sont donc des véritables boulevards, vraiment des habitations conçues pour accueillir une ville urbaine, bien sûr. La ville urbaine avec bien sûr son lot de va-et-vient. Et aujourd'hui, la population a quadruplé. Donc j'imagine que ce n'est pas les habitations de l'époque où il y avait quelques habitants, etc. Il y a eu des modifications au sein de ces habitations. Alors vous avez travaillé sur la photographie, j'imagine, pour travailler sur les différents sites? Oui. Par exemple exactement, on n'a pas pris ça vraiment en charge. D'accord. Le concours a été lancé, il va être lancé le jeudi. Et le but, c'est on va leur donner un site et ils vont s'intégrer d'une manière... ils vont pas dévaloriser qu'on a comme patrimoine, mais d'une manière plus moderne, plus Et aussi, on leur annonçait chaque jour, on leur publiait sur notre page Facebook un patrimoine avec une description, comme ça, pour qu'ils s'y fassent un peu avec le thème du concours. C'est ça, et c'est important parce que chaque bâtisse a sa propre particularité, avec bien sûr l'entrée, des portes, comment vous les appelez, les petites sculptures qu'il y a au-dessus des portes, voilà, c'est ça. Et vous avez aussi les balcons qui sont donc d'un style un peu particulier. Chaque bâtiment ne ressemble pas à l'autre. Voilà. Et a son propre histoire, son propre architecte aussi.
Ou pratiquement? Pratiquement, Pratiquement, oui. mais C'est pas le cas de tous les édifices, mais c'est plus En fait, à Alger, ce qui est différent d'un bâtiment à l'autre, c'est plus ce qu'on appelle les éléments architectoniques. Donc tout ce qui est décoratif, de façade, les traitements des sols, les faïences. Voilà, les styles diffèrent en fait, les époques, il y a une forte stratification, stratification historique. Donc il y a de quoi en fait faire en termes de styles architecturaux. Et comment faites-vous pour avoir toute cette documentation? Vous faites appel à la ville d'Alger? Alors, concernant la documentation, donc, on a une bibliothèque très riche à l'EPO, on y a accès. Très bien. Et voilà, et il y a eu aussi des travaux des travaux de magistère, des recherches au sein du laboratoire patrimoine de l'EPO, qui ont porté sur ce patrimoine-là parce qu'on s'y intéresse comme étant notre patrimoine. Voilà. Donc ça vous aide à plus comprendre et mieux comprendre un petit peu le style et surtout la démarche de l'architecte de l'époque. On suppose qu'on a été sensibilisé pour se poser ces questionnements. On y a forcément été sensibilisé. On reçoit des cours au sein de l'école et on est aussi, à beaucoup, comme elle vient de le dire, c'est lié à beaucoup de travaux qui se font, de la recherche opérationnelle. Les intervenants qu'on a sollicités, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup d'avoir répondu présent lors de la journée de conférence. Ils ont été nombreux, ils sont venus beaucoup de l'école, mais aussi de Sétif, des externes de Sétif, de Tizi Ouzou. Donc voilà, il y a du travail qui se fait. On leur a d'ailleurs posé cette question. Est-ce que finalement il y a une sensibilisation? Est-ce qu'on arrive à toucher suffisamment de monde, que ce soit les étudiants? Et vous avez constaté que oui ou peu? Je pense que c'est pas suffisant. Pas encore. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de bruit. Travail, surtout en ce qui concerne la société civile aussi. C'est important parce qu'en fait, il faut savoir que le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Pas uniquement celui des architectes ou celui des autorités, parce qu'on a tendance à penser que c'est l'affaire des autorités ou des architectes ou des Malheureusement, ingénieurs. les ménages font des modifications sans savoir, beaucoup de modifications à tous les niveaux, sans savoir l'impact direct sur l'habitation. Mais en fait, c'est un travail de sensibilisation qu'il faut faire parce qu'un habitant, il ne faut pas lui en vouloir de vouloir mettre de la faïence chez lui ou quoi que ce soit, ou de moderniser. Mais c'est en fait un travail de sensibilisation qu'on essaie de faire. Il y a bien sûr le cas des maisonnettes de la Casbah aussi, qui ont été fragilisées avec des matériaux nouveaux qui ne sont pas adaptés pour ce genre d'architecture. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est moderne, on a donc la climatisation qui a fait aussi, qui orne nos façades, les antennes aussi paraboliques qui ornent aussi nos façades, malheureusement. Comme elle le dit Célia, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un en fait, d'adapter l'environnement dans lequel il vit à certaines exigences actuelles de modernité. Mais l'idée, ce serait plutôt de provoquer une prise de conscience. Parce que la société civile, à l'heure actuelle, que ce soit pour le patrimoine colonial ou un patrimoine comme celui de la Casbah, qui est classé, c'est encore plus grave, je dirais, l'idée, c'est qu'ils sachent, qu'ils prennent conscience, qu'ils vivent ce patrimoine. Ils sont les premiers concernés, en fait. Donc, je pense qu'un des principaux objectifs de ce qu'on fait, c'est bien de sensibiliser aussi ce genre de personnes-là. Alors, donc ça va s'articuler le 3, le 4 et le 5. Donc, à travers ce concours, plusieurs jeunes vont participer. Donc, la page est active. Racontez-nous un peu plus concernant cette action. Alors le concours va commencer le jeudi à partir de 18h. On va lancer les inscriptions, enfin ils se sont déjà inscrits sur Facebook. On a lancé les inscriptions sur Facebook. On a 6 équipes de 5, donc 30 participants. Ils débuteront le jeudi. Le travail sera pendant 48 heures. Le samedi après-midi, ce sera la clôture. On aura un jury pour évaluer leurs travaux. Donc, sur le terrain, ils vont se déplacer le vendredi et samedi? Non, ils ne vont pas se déplacer. On va leur donner un cahier de charge avec toutes les exigences, tout ce dont ils ont besoin. Et donc, la clôture sera le samedi après-midi. Il y aura 3 gagnants, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Donc, bien sûr, avec 3 prix. Avec 3 prix, bien sûr. Et le travail sera des charrettes. C'est-à-dire qu'ils vont pas dormir pendant 48 heures. Non-stop. Ils vont rester à l'école. Oui. C'est le cas. Après, c'est un très peu souvent le cas. pour nous, les étudiants.
étudiants. Quand ils ont donc des travaux à remettre, ils passent des nuits blanches. Ça, Oui, c'est voilà. connu. Et Vrai. ce qui est bon en plus, c'est les équipes, ils sont venus du territoire national. Voilà. Territoire national. D'Oran, de Guelma, de partout. Donc c'est pas uniquement pour les étudiants de l'EPO. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Sur tout le territoire national. Voilà. Oui. Donc ces jeunes vont pouvoir évoluer aussi leur niveau, leur travail. Exactement. Et bien sûr, il y aura donc des professeurs pour juger. Il y aura aussi des coachs qui vont les suivre pendant le concours et le donc jury aussi, pour les... pas dormir. Oui. Personne ne va dormir. Donc entre-temps, vous serez là pour gérer tout cela. Oui, exactement. Voilà. Coordinatrice et organisatrice. Donc déjà, l'édition, vous êtes à votre 3e édition. Oui, à la 3e. Donc vous commencez à voir un petit peu les fruits donc, des précédentes éditions. Oui. Déjà qu'en termes d'organisation, on a vraiment évolué. Ça a changé parce que, en fait, il y a toujours des difficultés avec la gestion des membres, avec les sponsors aussi. Je pense que Jihan et Ismaël sont bien placés pour en parler. Oui. Et voilà. La relève est là. Oui. Vous allez peut-être terminer votre mémoire et vous allez quitter l'école. Vous allez continuer après pour les éditions prochaines. Pourquoi pas? Pour nous orienter peut-être. Peut-être. Pour nous donner des conseils. Mais après, le principe du club, c'est que ça se transmet et c'est ça qui, en fait, on sent l'esprit du club dans le fait qu'il se transmette aussi. Voilà. C'est de laisser une trace. En tout cas, bravo à vous les filles. Merci beaucoup d'être venues. Bonne chance pour ce concours et surtout, vous aurez beaucoup de travail. C'est 3 jours qui arrivent. Donc, merci. Un dernier mot peut-être? Allez-y. On voudrait remercier nos sponsors. Voilà. Ils nous ont vraiment aidés et c'est ce qui fait que le concours va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Eh bien, bravo en tout cas à eux, bravo à vous. Merci. Donc à bientôt. J'espère. On aura peut-être le lauréat et les lauréats. Ça sera super. Peut-être, oui. Très bien. Merci. Bonne chance pour le concours et puis bravo pour ce que vous faites au niveau donc, de l'école de l'EPO, bien sûr, d'architecture. Bonne chance pour votre mémoire aussi. Voilà, votre projet de fin d'année. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à aller vous balader dans un lieu magnifique qui va aussi vous interpeller. C'est aussi un lieu que vous avez sûrement dû aussi observer et travailler là-dessus. C'est bien sûr le musée du Bardo, avec ce musée qui est aussi une ancienne bâtisse. Donc ça s'appelle Jnan Mustafa Ben Omar. On se retrouve juste après. C'est un reportage signé Soumaïa Zarouali. L'une des plus belles et des plus caractéristiques des villas mauresques d'Alger construites au XVIIIe siècle, la villa Bardo. L'une de ces nombreuses propriétés des riches habitants de la Casbah, résidences secondaires, elles étaient bâties en dehors des murailles de la Médina. Caractérisée par son beau jardin et son architecture très spéciale, elle a appartenu à Mustafa Ben Omar. Les gros propriétaires ou les notables de la ville, en plus de la maison citadine, donc la maison qui se trouvait dans la ville d'El Jazeir ou la ville d'Alger, l'ancienne ville, avaient aussi des maisons à la campagne. C'est donc une maison de campagne au départ. Alors, le nom qui est accolé à cette maison, c'est Jnan Mustafa Ben Omar. Il est vrai qu'on a souvent écrit, on dit souvent que ce serait un prince tunisien qui serait venu s'installer à Alger. Or, les Ben Omar sont connus, c'est une famille qui est connue. Il y a eu même un B du Titri qui s'appelle Ben Omar. Et plus que cela, nous avons un quartier à Kouba qui s'appelle Ben Omar, ce qui explique que très certainement c'était une propriété au départ, puisque ce sont des lieux dits. Et il y a même une autre maison qui est au Bastion 23, c'est le 18 de la rue des Lotophages, qui porte aussi le nom d'Ar Ben Omar. Caractérisé par ses carreaux de faïence italienne et hollandaise, ainsi que son magnifique jardin et ses cours internes, Jnan Mustafa Ben Omar est unique en son genre. Ici, à la cour de marbre, les femmes autrefois goûtaient au charme du bavardage. Non loin d'ici, s'élève le pavillon de la favorite. On est venu en vacances une semaine
et on a décidé un peu de visiter Alger. On a commencé par le musée Bardot, c'est absolument incroyable, une première partie un peu archéologique. Et puis on arrive là, c'est juste incroyable, un palais magnifique, des petites alcôves partout, c'est somptueux. C'est vraiment un endroit agréable, il fait frais, c'est joli, on découvre des petites pièces à chaque recoin. Et le musée en lui-même aussi, je l'ai trouvé très bien fait, très riche en informations. Donc on est content de cette première visite. Plus on avance dans le musée, plus on découvre de nouvelles salles. Je trouve ça assez impressionnant. Et ça a vraiment un charme auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment quelque chose que je découvre qui est nouveau et qui est très passionnant. Le musée national du Bardo recèle de magnifiques décorations, dont meubles de style oriental, tapis et broderies. C'est un musée qui a été inauguré en 1930 comme musée de préhistoire et d'ethnographie. Et il devient musée national en 1985. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a eu le classement aussi de la bâtisse comme monument historique en 1985 aussi. C'est un musée qui regroupe un peu des collections de préhistoire, qui racontent un peu la préhistoire algérienne depuis 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques, c'est-à-dire jusqu'à 10 000, 9 000, 8 000 ans. Et aussi des collections d'ethnographie qui représentent un peu les régions de toute l'Algérie. Quand on reçoit les objets, on est obligé de les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Est-ce que c'est des objets qui doivent être nettoyés, dépoussiérés, consolidés pour qu'on puisse après les diriger vers les réserves, que ce soit de préhistoire ou d'ethnographie. Occupée par plusieurs familles et personnages, elle est transformée en musée de préhistoire et d'ethnographie africaine dès 1926 pour devenir en 1962 le musée national du Bardo. Voilà un bon reportage en tout cas et qui vous invite encore à aller découvrir ce beau musée pour ceux qui ne l'ont pas encore visité. C'est le mois du patrimoine, il y a de belles choses à voir, allez-y, profitez de tous ces musées, il y en a encore le temps, jusqu'au 18 mai. Nous allons parler informatique avec notre invité, il s'agit de Abdelrafiq Khnifsa. Bonjour. Mais, bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu dans Bonjour d'Algérie. Effectivement. Bien que vous êtes sur le terrain, tout le temps à travailler sur les nouvelles technologies, sur l'informatique, l'avancée des nouvelles technologies, sur ça. Oui, c'est un peu notre passion, mais c'est notre boulot. C'est votre boulot. Deux journalistes, deux en même temps. Deux directeurs de rédaction, bien sûr. Vous êtes le directeur de la publication de Hitmag, cette revue, parce que c'est devenu une revue. Tout à fait. C'était un journal il y a quelques temps. 17 ans déjà depuis sa création. Oui, exactement. À partir de l'année dernière, 2017, ça a été une année assez difficile. Oui. Donc, pour pouvoir faire un hebdo, ça devenait très, très difficile. On a réfléchi, on s'est posé et on est parti donc sur le mensuel. Voilà. Je pense que c'est un beau choix. Maintenant, si le marché s'agrandit, s'il devient de plus intéressant, on ira probablement, et c'est notre but, vers un bimensuel. C'est ça. Et vous êtes toujours présent lors des salons de l'informatique, les différents salons des nouvelles technologies aussi. Vous retrouvez tous les partenaires, bien sûr, tous les acteurs de l'informatique. Les salons sont un point de jonction de l'ensemble des gens. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui viennent et on essaie de rencontrer le maximum de gens là-bas. Ça nous permet aussi, ils nous permettent aussi d'avoir des choses à dire, des choses à faire, de créer un peu de prospective, de faire un peu de veille. Vous êtes pionnier dans ce domaine, puisque ça fait longtemps que vous étiez donc, dans ce domaine et vous avez travaillé avec cette ligne de conduite depuis déjà 17 ans. Oui, Hitmag a été créé donc en 2002, donc a été créé pour faire de la vulgarisation des IT. C'est ça. Donc on a fait ça tout le temps. On est pionnier, oui peut-être, mais je dirais qu'on est dans une ligne. Donc il y en a d'autres qui étaient avant nous, il y en a d'autres qui sont venus après nous, et on aura encore d'autres qui vont dire. Donc on essaye. La concurrence est loyable, hein, de toute façon. La concurrence est toujours intéressante. Ça met un peu de peps dans tout. C'est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'il y a de la matière.
La matière est là, vous avez toujours quoi dire, quoi faire sur cette nouvelle technologie qui va très vite. En Algérie aussi, puisque on suit bien entendu ce qui se fait à l'étranger, cette productivité galopante qui se fait hors de nos frontières nous arrive malgré tout. Tout à fait. Les IT c'est vraiment transversal. Et ils sont dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui échappe ou qui échappera au IT. Que ce soit l'agriculture, aujourd'hui sans les IT, l'agriculture ne bougera pas. Au niveau de l'industrie automobile, avec l'industrie 4.0, donc l'utilisation des IoT dans l'industrie, ou que ce soit pour un passeport biométrique, ou une carte d'identité biométrique, ou que ce soit dans le paiement ou le e-paiement. Donc, les IT sont dans tous les secteurs et c'est vraiment transversal. Et ça fait peur à certaines personnes aujourd'hui, certaines réticences, parce qu'il en existe. On disait, j'ai encore lu hier un article en disant pourquoi on devrait avoir un smartphone alors que quand on n'a pas envie, on nous force par exemple à tout acheter sur Internet, le e-commerce, le e-payment, etc. C'est pas réservé à toute frange de la société, par exemple. Théoriquement, si. Maintenant, il est vrai. C'est des choix après. Il est vrai, comme vous dites, que d'abord c'est un choix personnel. Je voudrais acheter à travers ma carte ou pas. Et c'est aussi un autre domaine. Est-ce que je suis bancarisé ou pas? C'est ça. Si je ne suis pas bancarisé, donc je n'ai pas de carte, même si je le veux, je ne pourrai pas le faire. Donc je peux m'abonner à Internet comme je ne peux ne pas m'abonner. Tout à fait. C'est un choix en fait. Tout à fait. Maintenant, l'Internet devient, je dirais, exactement comme de l'eau, comme de l'électricité. C'est vraiment un outil... ça nous prend tous, carrément. À la limite, je dirais que ça nous a envahi. Oui, ça a envahi. Ça fait partie de nous. C'est-à-dire que pour vous, pour moi, pour un certain nombre de gens, ne pas voir une lampe électrique s'allumer, ou alors rentrer dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, on se dit tiens, c'est pas normal. Donc c'est la même chose pour Internet. On part là où on doit aller, et Internet doit être avec nous. À la limite, doit être avec nous, oui. Bien sûr, partout. Partout. Aujourd'hui, tout le monde est connecté, donc ça fait encore du travail pour vos journalistes, vos pigistes qui travaillent tous les jours sur des articles et surtout sur des enquêtes. Parce que vous avez dit, aujourd'hui, on est sur le mensuel, ça nous permet de plus travailler sur, par exemple, des thématiques qui demandent un travail d'enquête. Un travail d'enquête, plus de temps. Et aussi, parce que comme les enquêtes, donc on doit aller voir des gens, trouver des gens. L'investigation, en fait. Tout à fait. Ces gens-là ne sont pas à notre disposition. Et ils ont aussi leur travail. Et donc, quand on était dans l'hebdo, il suffisait d'1 jour, 2 jours de retard. C'est bon, le dossier, on ne pouvait plus le faire. C'était parti, ça y est, on était dans le bouclage. Exactement, dans le bouclage. Alors que là, on a ce temps qu'il faut. Donc, même si la personne, elle a du retard, donc on peut la retrouver le lendemain pour pouvoir réexpliquer, pour pouvoir donc investiguer si on peut investiguer. Oui. Mais on fait un certain nombre de dossiers que je trouve très intéressant, bien sûr, c'est les nôtres. Bien sûr, il faut bien. Alors, le thème qui revient et qui est récurrent, c'est la cybercriminalité. C'est une enquête que vous avez menée pour ce dernier numéro, le tout dernier. Oui, donc, c'est suite à une conférence. Donc, ça a été une conférence de la gendarmerie nationale donc, qui avait fait donc, un salon sur la cybercriminalité. Et il y avait vraiment... beaucoup de gens qui étaient dedans, donc c'était vraiment... Des spécialistes. Oui, un salon international, donc il y avait énormément de gens, et chacun venait avec ses idées ou avec la façon de voir, et ça faisait... c'était extraordinaire parce que ça permettait de passer d'un secteur à un autre. Bien sûr, sans oublier les textes de loi qui sont aussi très présents, pour protéger le consommateur, parce que nous sommes des consommateurs avant d'être, bien sûr, les ménages que nous sommes, qui utilisent régulièrement Internet. Il y a toujours un retard entre l'innovation, entre la créativité, la création et les lois. Il y a toujours un retard parce qu'il y a quelqu'un qui va créer quelque chose et qui va bien sûr bousculer totalement. C'est ce qu'on constate aujourd'hui avec les nouvelles applications qu'on voit qui fleurissent tous les jours un peu plus. Ils sont brillants, nos jeunes qui inventent et qui créent ces nouvelles startups et ces nouvelles applications qui facilitent. Oui, je ne sais pas si c'est uniquement nos jeunes. Je pense que c'est
tous les jeunes du monde, d'accord, qui sont aujourd'hui ils ont une certaine facilité et aussi le monde a changé, l'économie a évolué et on doit absolument aller vers ce secteur, sans oublier les autres, mais on doit aller vers ces secteurs parce c'est des secteurs où d'abord qui permettent à nos jeunes ingénieurs qui sortent d'université de pouvoir donc travailler eux-mêmes et créer des choses, innover, et ça permet d'être accroché au monde et de pouvoir vraiment réaliser des choses. Un petit jeune qui crée une application pour les agriculteurs et qui permet à un agriculteur de doubler son chiffre d'affaires, c'est magnifique. Et ses rendements surtout. Les rendements terrain, ça lui permet d'avoir de meilleurs rendements. C'est magnifique, ça permet vraiment d'aller plus loin. On a vu, ce système d'irrigation aussi intelligent qui a pu être utilisé et inventé par des jeunes aussi dans le domaine de l'agriculture. C'est vraiment, je résume, c'est vraiment un puzzle. Donc il y a tout est là, c'est un véritable puzzle et chacun prend une pièce, l'accroche à une autre pour en faire une application. Donc ok, on va faire une application pour l'agriculture parce qu'il y a une demande sur les rendements ou sur comment trouver la terre ou comment mettre de l'eau à tel endroit, etc. Et donc on essaie un petit peu d'automatiser ça. C'est un peu l'automatisation de ça, mais avec des applications, en utilisant des IoT, en utilisant un certain nombre de choses. D'autres vont aller dans une usine pour l'automatiser, donc pour que tout soit comptabilisé, compté, etc. Et donc on va ajouter des choses. Et c'est ça, l'informatique, elle rentre partout. Les applications rentrent. Et bien sûr cette nouvelle technologie qui nous envahit un peu plus chaque jour. Je ne sais pas, le terme envahir me fait mal. Parce que ça vous fait de la matière en fait. Heureusement que ça existe, ça vous fait de la matière, ça vous fait des articles et des journalistes qui travaillent sur ces thématiques, bien entendu. Alors quelles sont les thématiques les plus récurrentes qu'on retrouve dans votre revue? On a pratiquement, je dirais, trois gros thèmes. Donc la cybersécurité. C'est un thème qui revient à chaque fois. C'est un thème qui revient parce que ça touche tout le monde, que ce soit l'entreprise ou l'individu. Donc que ce soit, c'est vraiment l'entreprise en termes de data. Donc elle a peur pour ses données, elle a peur pour, et donc elle essaie de se. Bien sûr. Ça touche l'individu en termes aussi de ses data, c'est la liberté personnelle. Donc c'est aussi, et ça touche l'ensemble, donc le gouvernement et l'État, parce que ça permet de faire beaucoup de choses à l'intérieur d'un État. Donc la cybersécurité revient, je dirais cybersécurité, cyberdéfense, cyberattaque, et donc tout ça revient. On a le deuxième pavé qui est l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est non seulement les startups. Et cela, c'est un bloc, tout un chapitre, c'est les startups, c'est les entreprises qui ont une idée et qui développent cette idée, qui veulent être incubées, qui veulent avoir. Donc en Algérie, on n'est pas encore arrivé, on est encore dans l'incubation, donc c'est vraiment l'étape 1. Il faut passer à l'étape 2 qui consiste à faire des tours de table, donc à ce que des entreprises commencent à acheter, commencent à mettre de l'argent sur ces startups. En pensant qu'elles puissent les avoir. Nous avons quelques exemples. Innovations prêtes à l'emploi qui pourraient intéresser et booster le marché aussi de l'informatique en Algérie. C'est ça qui permet de créer l'écosystème donc, de ça. Et le troisième volet, pour moi, qui est très très important, c'est les prospecteurs. Les prospecteurs au sens de la prospective, c'est-à-dire les gens qui peuvent nous donner ce qui pourrait se passer dans 10 ans, ce qui pourrait se passer dans 5 ans, etc. Donc ces gens-là sont importants pour nous parce qu'ils nous permettent donc de mieux suivre peut-être un secteur, de peut-être mieux le voir, mieux le situer, mieux le cadrer. On en a eu des spécialistes qui sont venus, ce sont des jeunes ingénieurs brillants, algériens, qui ont donc participé à différents salons. Le salon le plus connu aussi, qui revient chaque année, avec son lot aussi de conférences et de rencontres. Alors, le plus connu en Algérie, c'est le MWC, donc c'est le Mobile World Congress. Le MedIT aussi. Ensuite, le MedIT une rencontre aussi très intéressante. Oui, c'est un salon algérien aussi. Nous avons plein de salons en Algérie. Nous avons le MedIT, nous avons le CIFTEC, nous avons d'autres, CIFTEC étant le plus vieux. Donc nous avons plusieurs salons qui se mettent en Algérie. Malheureusement, ils n'arrivent pas encore à grossir. Il faut grossir. Si on veut devenir grand, il faut grossir. Il n'y a rien d'autre. On reste petit.
on mourra petit. D'accord? Il faut grossir. Donc, que ce soit un magazine, que ce soit une entreprise ou que ce soit une star, il faut grossir et voir le monde comme étant à sa portée et ne pas se restreindre à et surtout, grâce à vous, on arrive à s'informer sur les nouvelles sorties aussi technologiques et bien sûr ces nouvelles aussi révolutions informatiques, bien entendu, et qui nous permet aussi d'être au diapason de tout ce qui se fait à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Donc, lire IT Mag vous permet... C'est une photo, je ne dis pas que c'est une photo de ce qu'il y a sur le mois, et ça vous permet d'avoir de l'information, et cette information, ça vous permet aussi de discuter, parce que quand on rencontre des amis, on va discuter de quoi? Du beau temps, et après on va discuter de quelque chose, et donc IT Mag vous permet d'avoir un sujet de discussion qui vous permet un petit peu de discuter avec vos amis sur des problématiques. Sur la réalité aussi, la réalité aujourd'hui, des enquêtes qui sont menées par des professionnels. En tout cas, voilà, on vous dit bonne chance pour cette nouvelle sortie et ce mensuel surtout. Bonne chance pour cette année. Alors, on rappelle que le Hitmag sort tous les 5 du mois. Voilà. On retrouve tout ça chez nos libraires. Oui, nos bons buralistes. Nos bons buralistes. Il y a un problème de distribution. Il y a un gros problème. Il y a beaucoup de gros problèmes. Il y a un problème de distribution. Il y a beaucoup de buralistes. Les libraires fonctionnent très bien. Les buralistes qui ne sont pas intéressés par des magazines. Parce que ils ont raison d'un côté, parce qu'ils vous disent ce magazine c'est cher, il fait 200 dinars, si j'en perds un, je perds 200 dinars, c'est beaucoup d'argent si j'en perds 5. Donc ils ont peur, et à partir de ce moment-là, ils ne prennent pas de magazine. Ça pose problème. Il faudrait peut-être trouver des solutions à ce que ça soit distribué au niveau des entreprises aussi, avec les entreprises par exemple. On a des abonnés à Tamanrasat. On ne distribue pas à travers, c'est trop long. Mais on a des abonnés. Peut-être qu'il met 15 jours pour arriver, mais il y arrive. En tout cas, bonne chance à vous. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt. Et surtout, on rappelle que demain, c'est la journée de la liberté de la presse. Et on salue tous les journalistes qui travaillent avec vous et dans les différents magazines. On en parlera demain en détail avec nos invités. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Knifsa. À très bientôt. Et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. On continue, je vous invite tout de suite à aller vers la gourmandise cette fois-ci pour retrouver un reportage signé Nesrine Bessaidi qui nous fait découvrir la djouzia traditionnelle de Constantine. Il y a une confiserie typiquement constantinoise qui fut jadis une douceur qui faisait partie des tables royales des bey de Constantine. Ce nougat typiquement algérien est aujourd'hui à l'honneur où plusieurs stagiaires de plus de 12 wilayas ont participé à la deuxième session du cycle de formation nationale de préparation de la djouzia. Plusieurs artisans de plusieurs wilayas venus spécialement pour bénéficier de cette formation. La préparation de la djouzia a suscité un grand intérêt auprès des jeunes. La preuve, nous avons même des artisans venus de Béchar. Plus de 80 stagiaires ont pu assister aux différentes présentations théoriques et pratiques qui ont porté sur l'histoire de cette confiserie ainsi que les différentes recettes pour la préparation de cette friandise traditionnelle. بدينا من les ingrédients بعد la préparation على النار ومن بعد درنا لا براتيك كامل مع بعضنا يد بيد حتى وصلنا للريزولتا فينال نخدموها ونعلمها للأسرة تاعنا دابور. Je suis venue de Boumerdès pour bénéficier de cette formation. Je tiens avant tout à l'apprendre à ma famille d'abord et après former les jeunes désireux d'apprendre. Nous avons mis en place tous les moyens afin d'assurer une bonne formation. Nous avons fait en sorte d'héberger les stagiaires venus des différentes wilayas. La formation durera 2 jours. Les participants ont bénéficié de cours théoriques et pratiques qui ont porté sur le secret de la préparation d'Al Djouzia. Ils ont aussi bénéficié à la fin de leur formation de diplômes leur permettant de former à leur tour d'autres artisans spécialisés dans la préparation des confiseries. Eh bien, nous allons parler bien sûr de confiserie, nous allons parler de bonnes tables aussi et de dégustation avec un chef cuisinier et pas des moindres. Nous avons le plaisir de recevoir un chef cuisinier qui a été sacré médaillé d'or à l'occasion du concours Milano. C'est un concours international qui rend hommage à tous les chefs cuisiniers du monde et bien sûr, il faudrait qu'il se démarque. En tout cas, lui s'est démarqué. Il s'agit de Amin Messili. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup.
Comment ça va? Merci pour l'invitation. Ça va, merci, ça Très va. bien. Depuis 2 ans, ça fait 2 ans bien sûr, mais cette consécration est restée comme ça, anonyme. En tout cas, on est très content de vous recevoir. Merci beaucoup, Parce que c'est un lieu que vous connaissez bien. Ah oui, moi, quand Canal Algérie m'appelle, bonjour d'Algérie surtout. Je viens en cavalant. Il n'y a pas de problème, bien sûr. On a eu il y a quelques années le privilège de vous avoir dans Bonjour d'Algérie et vous nous faisiez de bons plats comme ça le matin et vous nous présentiez comme ça votre savoir-faire. Oui, après c'est avec un grand plaisir que je venais. C'était trop sympathique et c'était convivial. Donc je ne ratais pas. Et c'était ma première école. Première expérience dans le domaine de l'audiovisuel. Oui, dans le domaine de l'audiovisuel. Et c'était une très très bonne école parce que après j'ai trouvé des facilités énormes d'intégrer d'autres émissions, d'autres trucs culinaires. Donc c'était très important pour moi. Alors on revient à cette expérience en tout cas qui vous a mené à travailler avec beaucoup de rigueur, surtout quand on parle de concours internationaux et quand on connaît la rigueur des concours culinaires à l'étranger. Oui. C'est un grand chapeau qu'on vous tire pour avoir donc décroché cette médaille d'or. Merci, c'est un honneur pour moi d'avoir eu l'occasion de représenter l'Algérie. Après, Amel, je vais vous dire quelque chose. L'événement dont j'ai participé est un événement planétaire. La voilà, la médaille d'or, c'est celle-là. Oui, oui. On vous voit. Ça, c'est avec M. Ben Salem, le commissaire du pavillon algérien et l'un de ses assistants. Voilà. Donc, c'était très important. Le thème est très important. C'était le thème, c'est nourrir la planète, source de la vie, et qui a été attribué par l'ONU. Et je vais vous étonner. La Tour Eiffel a été construite par rapport à ça. En 1898, je pense, si j'ai la date exacte. L'Expo universelle Paris, c'était l'une des merveilles qui a été construite à l'époque. Pour l'événement. Pour l'événement. Elle allait être démontée. Oui, oui. Après donc l'ONU a choisi le thème culinaire 2015. Et ils ont choisi Milano. Donc pour toucher un peu à la cuisine bio-méditerranéenne et toutes les saveurs, parce que c'est un carrefour de saveurs, la Méditerranée. Oui. Donc l'Algérie a participé par le biais du Premier ministère qui a la cellule des expos, au Premier ministère déjà, sous le guide de M. Ben Salem que je salue fortement. Et il est ex-ministre du Tourisme aussi, dans les années 90. Donc, ils m'ont sélectionné pour prendre le restaurant algérien. Voilà. Et ça a été une superbe expérience. 6 mois, vous avez passé 6 mois à Milan, en Italie, loin de votre famille, quand même, avec une équipe que vous avez aussi choisie, formée, encadrée. 100% algérien. 100% algérien. On vous voit ici, assis. Ça, c'est la journée nationale, c'est notre journée. C'est la journée d'Algérie à Milano. Et on avait choisi à l'époque un hôtel qui est Palace, classé Palace à Milan. Et il y avait 350 invités. C'était tous des ministres. Non, c'était ça. C'était une journée parmi notre programme. Et la journée nationale, elle est représentative. Chaque pays a le droit à faire une journée nationale. Et là, nous, on a eu l'idée de faire une cuisine pour rendre hommage aussi à l'Italie. Et comme c'est un pays qui est plus méditerranéen qu'autre chose, donc on a fait une petite fusion. On a démontré ce qu'on sait faire, nous, notre richesse, notre cuisine, parce qu'elle est très riche. D'ailleurs, elle a eu la médaille d'or, c'est notre cuisine qui a eu la médaille d'or. Nous, on n'était que représentants. Donc on a fait une fusion de saveurs entre la saveur italienne et la saveur algérienne, tout en faisant un méchoui, de la chorba, beaucoup de choses. Donc ça a été une réussite. Les boleks, tout ce qui était donc traditionnel et même le couscous algérien qui était aussi très très demandé. Multiples graines. Multiples graines, tout à fait. Couscous noir, au seigle, couscous blanc, couscous... Ce qui a valu aussi l'appellation thématique, bien sûr, de la cuisine bio-méditerranéenne. Bio-méditerranéenne, exactement ça. Et ça a été pris comme modèle. La cuisine algérienne, actuellement, elle est modèle au niveau de l'ONU où beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le culinaire, beaucoup d'associations, beaucoup de commissions, font des recherches et prennent beaucoup de choses de notre cuisine. Voilà, et vous avez utilisé nos produits du terroir, bien sûr. Tout était d'ici. L'huile d'olive, tous nos produits, bien entendu. Il fallait tenir le cap, parce que 6 mois, c'est pas facile. C'était pas facile. Tous les jours, donc un travail de très tôt le matin, vous sortiez, vous m'avez raconté, très tôt, un travail acharné.
Surtout Ramadan. Surtout Ramadan. Surtout Ramadan, parce qu'il fallait faire les deux services normaux, c'était le déjeuner et le dîner. Il fallait faire l'iftar aussi. Ah ben voilà. Parce qu'il y avait une très grande communauté musulmane. Et nous, on avait pris en charge ça. Et ouais, c'était un monde fou. Hein. Oui, et ça a été une très bonne expérience pour vous. Bien que l'expérience, vous l'aviez acquis auparavant, puisque vous étiez parti aussi aux États-Unis bien avant. Alors, ça a été une autre expérience. Alors, les États-Unis, c'est grâce à Canal Algérie, c'est grâce à Bonjour d'Algérie. Au passage, oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'était grâce à Canal Algérie, c'était la découverte. Après, ils ont choisi et ils m'ont appelé et c'était les Yazid, et Mahrez et toute l'équipe qui m'ont proposé pour l'ambassade des États-Unis. Et le privilège, c'était quoi? C'était que c'est le premier programme de toute l'histoire de l'humanité. L'échange culinaire, c'était le premier de toute l'histoire de l'humanité des États-Unis. Donc, on a eu le privilège d'aller partir et faire un peu un échange culinaire dans plusieurs États. L'un d'eux qui était très très important, c'était Las Vegas. Où il n'y avait que les hôtels. Donc il faut tenir le cap. Justement, le challenge d'un chef cuisinier, c'est de pouvoir être dans sa cuisine d'un palace. C'est la cuisine d'un palace. D'ailleurs, vous avez fait votre expérience dans le domaine, votre formation a été faite dans un grand hôtel algérien de renommée aussi internationale, l'hôtel Jazair d'ailleurs. Donc, qui vous a formé. Bien sûr. Moi, j'ai eu déjà ma première école pour vous dire, c'est maman. Bien sûr, maman, bel hommage. C'est une très 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 bonne chef. Donc elle cuisine très très bien pour nous. Hein. Pour nous, elle faisait des merveilles. Donc moi, j'ai été déjà ébloui par sa cuisine depuis mon jeune âge. Depuis 6 ans, 7 ans, je tournais en rond, toujours en cuisine. J'étais là, c'est-à-dire je mettais ma main et tout ça. Et j'ai aimé ce qu'elle faisait parce qu'elle le faisait par amour. Quand on fait quelque chose par amour, forcément, on la transmet. Bien sûr. Donc ça a été transmis par maman. Après, il fallait découvrir le monde extérieur. C'était quoi? La restauration, la cuisine dans les hôtels. Et les rigueurs de la restauration, parce que vous travaillez, vous pensez diététique, vous pensez chimie. Tous les chefs cuisiniers ont fait des études très poussées pour comprendre le mécanisme donc, de tout ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Bien sûr, avant de se retrouver dans nos casseroles, ça après... Sinon, on ne pourra jamais équilibrer un repas dans une assiette. Et ça, c'est très important. Et c'est ça. Donc ça a commencé comme ça. Après, c'était l'hôtel Jazair, c'était d'autres hôtels aussi, d'autres chaînes internationales qui étaient en Algérie. Et ça a été comme ça. Mais c'est le vrai, je vais vous étonner. C'est-à-dire, le vrai secret de réussite, c'est l'amour de ce qu'on fait et d'y croire surtout. Parce que même aller à Milan ou aller aux États-Unis ou ailleurs, il faut y croire. Dans ce qu'on a dans la main, la cuisine algérienne. La cuisine algérienne, elle est très riche pour les gens qui ne le savent pas. On est un pays qui est très grand, qui est plein de régions. Et chaque région a ses saveurs, elle a ses plats, elle a ses traditions, elle a ses habitudes culinaires. Donc, il faut prendre de tout ça. Et c'est ça la richesse de l'Algérie. C'est ce que vous faites? Vous revisitez nos plats traditionnels? Non, je ne revisite pas. Je laisse ce que nos ancêtres ont fait. On le laisse, mais on le prend comme modèle. C'est-à-dire, si on veut faire une choucha, si on veut faire un couscous, si on veut faire une shorba traditionnelle, il ne faut pas aller toucher et ramener quelque chose. On a les produits. L'Algérie, elle est riche de produits. Donc, il faut que nous, on se casse la tête un petit peu et on fait des recherches. Et on crée, on va vers la création. Faire des choses nouvelles, faire des nouvelles saveurs, toutes, en prenant en exemple ce que nos ancêtres ont laissé. C'est une cuisine très riche. Après, c'est aller à découvrir. C'est-à-dire il faut déjà faire découvrir aux gens nos saveurs, nos plats, notre équilibre alimentaire. Et tout ça, c'est très important. On a la mer, on a les montagnes, on a le Sahara, on a plusieurs cuisines, plusieurs saveurs. Et bien sûr, nos légumes qui ont une saveur particulière, avec lesquels vous vous éclatez vous-même à travers donc, ces mélanges donc, de légumes, fruits et condiments. Oui, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, quand j'étais aux États-Unis, il y a un chef qui venait, c'est un 5 étoiles. Pourquoi c'est un 5 étoiles? Parce qu'il a des potagers à lui. Et c'est bio. Il était tout content. C'est-à-dire, pour lui, c'était un exploit. Il m'avait dit, voilà, moi, je suis un 5 étoiles par rapport à ça. Moi, je rigolais.
Je lui dis, nous, on trouve ça partout. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des champs propres à nous pour assurer que nos légumes sont bio, elles sont de saison et tout ça. Moi, je lui dis, nous, on respecte les saisons. En Algérie, on a des plats de l'hiver, on a des plats de l'été, on a des plats du printemps. On respecte. C'est-à-dire, plus ou moins, l'Algérien connaît. Ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, les gens ne savent pas la tomate, elle est de quelle saison. Les gens ne savent pas la carotte, elle est de quelle saison. Parce qu'ils la voient chaque année, chaque jour, chaque moment. Elle est là dans l'étalage, alors qu'elle n'est pas de saison. Donc, ils ne prennent pas la peine de faire des recherches, ils mangent. Et c'est là où il y a un problème réel. En Europe, alhamdoulilah, on a toujours... Voilà. Amine, après cette consécration, c'est dur de revenir à son quotidien? Non, au contraire, ça donne un autre souffle. Parce qu'on est très content. On est très fiers d'avoir représenté l'Algérie. Bon, moi, je suis qu'un maillon parmi une chaîne qui était très Vous très étiez forte. combien On était, c'est-à-dire, depuis le commissaire, M. Ben Salem, que je salue au passage par le biais de Bonjour d'Algérie, et M. Arish aussi, que c'est des papas, parce que c'est grâce à eux surtout que nous, on a réussi à prendre la médaille d'or, parce que c'était pas facile. C'était plein de rouages, c'était plein de coulisses, c'était plein... Bien sûr. Chacun défend son pays. Bien sûr. On avait deux hommes vraiment qui étaient là pour veiller pour que l'Algérie trace son chemin sainement. Marquer encore une fois la présence de l'Algérie à travers le tourisme, à travers l'art culinaire et bien entendu faire asseoir aussi un potentiel de notre jeunesse algérienne. Le pavillon algérien, c'est tout simplement, il était représentatif. C'est-à-dire, on rentrait, il y avait des introductions partout. On parlait du Sahara, on montrait des vidéos sur notre alimentation, sur nos potagers, sur l'agriculture algérienne, sur le Sahara, sur la mer, sur le poisson. Donc tout ça a été fait et a été construit pendant 4 ans par M. Arish et M. Ben Salem, et c'était toute une cellule. Après, nous, on est venus pour finir, c'est-à-dire on était obligés, c'est nous qui mettons en œuvre toutes les introductions. La barre très haut pour pouvoir réussir et représenter dignement l'Algérie. Voilà, donc ils nous ont poussé. Voilà. Après, on a formé une équipe pour ce qu'on voulait faire là-bas. Et c'était une merveille. Bravo, en tout cas à vous, Amine, et puis bravo à toute cette équipe qui a travaillé durant 6 mois sans relâche pour représenter la cuisine. On voulait vous rendre hommage dans notre émission. Merci beaucoup. Et vous êtes toujours le bienvenu dans notre émission. Amine, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Amal. Je remercie toute l'équipe de Canal Algérie pour l'accueil si chaleureux. Toujours, je me retrouve là, c'est-à-dire c'est très sentimental, Canal Algérie pour moi. Et je serai là tout le temps que vous voulez. Là, en tout cas, bonne chance parce qu'on sait que vous faites d'autres émissions culinaires dans des chaînes concurrentes. Vous avez aujourd'hui votre propre restaurant, donc on vous dit bonne chance pour votre carrière professionnelle. Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous allez encore représenter l'Algérie un peu partout. À tout moment. Quand on se réveille le matin, on ouvre les yeux, on représente l'Algérie. Voilà. C'est à tout moment. Bravo en tout cas, Amine. Messili, je rappelle que vous êtes chef cuisinier. Vous avez superbement bien représenté l'Algérie avec la médaille d'or de la cuisine méditerranéenne. Voilà, à très bientôt et bonne chance. Inch'Allah, merci beaucoup, très gentil. On continue notre émission. On va retrouver donc Lilia Ben Nassari, notre invitée, pour parler de la musique Sanaa, juste après.
C'est tout de suite votre rendez-vous avec l'agenda culturel présenté par Lilia Bennasser qui revient chaque mercredi matin avec grand plaisir. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien, on va commencer avec l'agenda, mais on va présenter aussi notre invité qui est la commissaire du Festival de la musique andalouse, la musique Sanaa, qui est avec nous, Madame Bouchtout Kerima. Comment ça va? Bonjour Amel, merci Bienvenue. pour l'invitation. Merci beaucoup, Allah yakhlik. Comme je l'ai dit, déjà la 10e édition. Bien sûr, oui, voilà. Ça passe vite. Hein? Ça passe très vite. On va en parler dans un moment. On va laisser Lilia nous donner quelques grandes lignes de notre programme culturel. Avec grand plaisir, Amel. Et nous allons débuter par les expositions. Deux à proposer ce matin aux téléspectateurs du côté du musée du Bardo qui propose de jeter un œil sur le patrimoine musical africain à travers une exposition intitulée Instruments de musique traditionnelle. Il s'agit là, donc, le musée dévoile des objets précieux sur l'un des aspects les plus fascinants du continent africain, l'expression musicale. Et puis, une autre exposition, elle est intitulée Lumière d'Algérie. Elle regroupe les œuvres de deux artistes. Il s'agit de Hassan Mamri et Mohamed Sassi. Une belle exposition qui met en avant le patrimoine, notre patrimoine matériel et immatériel, dans le but de le préservé. Spectacle de l'humour avec Mohamed le Suédois qui sera sur les planches du Théâtre National algérien Mahiddine Bachtarzi. Il présentera son dernier spectacle intitulé Une famille de ouf le jeudi 3 mai à partir de 20h. Très sympa Mohamed le Suédois, on l'avait reçu dans Bonjour d'Algérie. J'espère qu'il viendra. Un spectacle qui fait fureur et qui va être bientôt présenté à l'Olympia et donc en exclusivité à Alger au TNA. Des projections à proposer aux téléspectateurs, Taxi au niveau de la salle Ibn Khaldoun ainsi que Pierre Lapin pour les enfants, et à la salle Cosmos il s'agit de donc Tomb Raider qui est actuellement projeté, donc pourquoi pas un tour au cinéma ce week-end pour grands et petits pourront en profiter. La Cinémathèque algérienne organise également un hommage tout au long du mois de mai au réalisateur algérien Farouk Belloufa. La vie et l'œuvre du réalisateur de film Nahla seront mis en avant tout au long de ce mois de mai et bien sûr pour le faire connaître à la jeune génération, les œuvres de le réalisateur à la jeune génération. Et puis le Festival culturel européen, la 19e édition, les couleurs de l'Europe se poursuit. Plusieurs spectacles, plusieurs concerts vous sont proposés à la salle Ibn Zaïdoun, au théâtre régional d'Oran, ainsi qu'à Annaba. Sans donner les détails, vous avez des invités tous les matins. Jours, pratiquement. Aujourd'hui, c'est le Portugal qui était à l'honneur. Tout à fait, pour présenter leur programme. Et nous allons finir avec le Festival Sanaa qui va également débuter demain. Notre invité donnera tous les détails concernant le festival et puis un concert à ne pas rater, une date à retenir. Elle réunira les artistes Moksaïb, Mzian Ammish et le groupe Freak Lane. Ils seront à la Coupole d'Alger à partir de 20h jeudi 3 mai, demain soir, une belle soirée à ne pas rater. Voilà. Très bien, vous avez speedé, on vous a fait speeder pour laisser le temps à notre invité. C'est gentil. En tout cas, les détails, on va les avoir surtout pour le festival de la musique Sanaa, c'est du 3 au 6, n'est-ce pas? Madame, je rappelle, Madame Bouchtout Kerima, vous êtes donc la commissaire de ce festival qui a déjà 10 ans donc d'existence et c'est pas rien. Exactement. Bonjour, comme je l'ai dit. Alors, le Festival national de la musique andalouse Sanaa a été institutionnalisé en 2006. Il a commencé, c'est-à-dire réellement à travailler en 2007. Bon, si on commence à comptabiliser, on va se dire qu'on ne va pas tomber sur les 10 années. Oui. Mais notre festival n'a pas eu lieu en 2016 et en 2017. Alors maintenant, on est à la 10e année. Bon, c'est la 10e année. Alors, cette année, elle est un peu spécifique par rapport aux éditions précédentes. D'habitude, on touche deux aspects. Il y a l'aspect musical et l'aspect pédagogique. Puisque c'est la 10e année, on s'est dit, c'est-à-dire, elle aura une spécificité. Alors bon, les associations, c'est-à-dire qu'on a invité qui vont participer avec nous, c'est-à-dire cette année, il n'y aura pas de concours. Il n'y aura pas de concours. Bon, je le dis, même quand on faisait le concours, c'est-à-dire c'était difficile de les départager. C'est très difficile parce qu'il y a de belles écoles, des brillantes écoles, et c'est très difficile de départager. Le niveau, ils sont tous presque au même niveau. Alors même, c'est-à-dire quand j'avais installé un jury, le président, il vient me dire, Madame Bouchtout, c'est un peu difficile de les départager, ils ont presque tous le même niveau. Alors cette année, on s'est dit, bon, il n'y aura pas de concours, on va les solliciter pour qu'ils viennent, c'est-à-dire faire des prestations. Bon, vous le savez, la musique andalouse, elle n'est pas, c'est-à-dire centrée au niveau d'Alger, c'est tout. C'est-à-dire on la trouve maintenant du côté de l'Est, l'Ouest, et même maintenant, dans le Sud. Voilà, oui, il y a à Biskra, il y a un peu partout. C'est-à-dire les gens s'intéressent de plus en plus à ce genre musical. Bon, on a sollicité certaines associations, vous vous rendez compte, bon, l'ouverture, ça sera du 3 au 6, c'est-à-dire même le nombre de jours, il a été réduit.
D'habitude, on tient notre festival sur 6 Une jours. semaine, pratiquement, Voilà, pratiquement. Maintenant, avec un peu les problèmes financiers et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire on a réduit le nombre de jours. Mais ça nous permettra, c'est-à-dire de faire du travail. Alors, on a sollicité 7 associations qui vont être présentes parmi nous. Très bien. Alors, bon, peut-être je vais éclater un peu le programme. Par rapport au premier jour, bon, l'ouverture et la clôture, c'est un peu spécial. Bien sûr. Alors, le premier jour, ça sera l'association des Beaux-Arts d'Alger qui va nous faire l'ouverture. C'est l'association détentrice du premier prix de l'édition précédente. Voilà. C'est-à-dire que c'est une tradition dans le comité. Alors bon, le deuxième jour, ça sera l'association Ibn Badja de Mostaganem et Hbab Sadr al-Jawi de Béjaïa. Pour le troisième jour, ça sera l'association Al-Jinnadiya de Boufarik et l'association Biban al-Andalus de Borj Bouarerij. Et pour le dernier jour, ça sera l'association Anadil Jazair de Cheraga. Alors Anadil Jazair, c'est des jeunes, c'est vraiment extraordinaire dans l'âge varié. C'est une nouvelle association? Non, c'est une association qui date depuis très très longtemps, mais il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes et les gens s'intéressent à ce genre de musique. C'est-à-dire maintenant les gens, ils vont pour inscrire leurs enfants. À partir de 6 ans, c'est-à-dire on trouve des enfants qui commencent à s'intéresser à ce patrimoine immatériel. Bon, pour ce qui est des associations, voilà les associations qui vont se produire avec nous. C'est-à-dire nous, on se pose la question, on se dit s'il y a des associations, c'est grâce à quelque chose, c'est grâce au grand maître. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est Donc, grâce au grand maître. Les hommages, je suppose. Très bien. Vous allez rendre hommage Oui, alors depuis, c'est-à-dire la création du festival, on a fait une petite comptabilité, si on peut se permettre de dire ça. Il y a eu, c'est-à-dire on a rendu hommage à 10 grands maîtres. Bon, moi je suis à la tête de ce festival depuis 2013. Mais avant, il y avait quand même des hommages. Ça se passait, c'est-à-dire une année sur 2. Moi, quand je suis arrivée, c'est-à-dire l'édition était spécifiée pour un seul maître. Mais cette année, on s'est dit, comme il y avait la décennie, on s'est dit, on va rendre hommage à 4 chouyours. Par exemple. Alors, tous les jours, il y aura un hommage. Alors, on va commencer par Mohamed Ben Tfahi. Il y aura la projection d'un film. On va lui rendre hommage, voilà. On va parler de lui. C'est peu, si on peut dire. C'est vrai pour l'ensemble de ce qu'il a laissé. Ce qu'il a laissé comme héritage, voilà. Alors, pour le deuxième jour, il y aura le regretté Farid Oujdi. Pour le troisième jour, il y aura Mustafa Baharmor, centenaire en 2017. Et le dernier jour, ça sera Mustafa Ben Gergora de Blida. C'est-à-dire, tous les jours, il y aura, on va rendre hommage avec une projection de film. Il y a une association de Blida qui porte le nom de Ben Gergora. Franchement, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Alors, pour ce qui est des hommages, l'objectif, vous savez, moi je ne travaille pas toute seule, il y a un comité qui travaille avec moi. On touche toujours, c'est-à-dire il y a deux aspects, aspect musical et aspect pédagogique. D'habitude, on tient, c'est-à-dire tous les jours des conférences. Avant de commencer, c'est-à-dire nos soirées, il y a une conférence qui se tient. Mais le temps, il est trop court. C'est-à-dire quand il y a les conférenciers, quand il y a les débats et tout ce qui s'ensuit, les gens, ils sont là, ils ne veulent pas quitter les lieux. Et on s'est dit, pourquoi pas tenir une journée d'études, comme ça, pour donner la liberté aux gens de s'exprimer. Alors, on va tenir une journée d'études et on a choisi, je pense, le bon endroit. Ça sera au niveau de l'Institut supérieur de musique. Elle aura lieu... Ça sera quand le samedi 5 mai, à partir de 2h. Il y a une petite erreur sur le programme. Je tiens à m'excuser auprès des... C'est-à-dire, on a envoyé les programmes et tout. Alors, ça sera à partir de 1h30, 2h au niveau de l'Institut supérieur de musique. Et j'invite les gens, c'est-à-dire à venir très, très nombreux. Alors, toutes les soirées vont débuter à partir donc, du 3. Donc, ça sera à quelle heure Le premier jour, ça sera à partir de 18h. C'est un peu spécial. Mais les autres jours, ça sera à partir de... bon, je ne dirais pas à partir de 18h30. Ça sera à 18h30. Très bien. Voilà. Pour l'ouverture, ça se passe au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et je tiens au passage à remercier le directeur pour avoir mis à notre disposition cet auditorium. Et pour la conférence, plutôt la journée d'études, ça se fera au niveau de l'Institut supérieur de musique qui se trouve à Sahat Chouhada. C'est un institut de formation musicale universelle. Connu, bien sûr. Alors on s'est dit, ça va être un peu bénéfique et pour les étudiants et pour les gens qui veulent venir assister. Alors il y aura, c'est-à-dire cette année, on va toucher un mode. On va parler d'un mode. C'est-à-dire, on rentre dans le scientifique. Alors, ça sera... On termine avec ça rapidement. Très bien. Alors, ça sera le système modal de la musique Sanaa, où il y aura 4 communicants, c'est-à-dire qui vont présenter chacun
un thème bien précis par rapport au thème global. C'est fait. En tout cas, bravo à vous pour cette édition. Je vous Bonne remercie. chance. Je vous remercie, en tout cas, madame. pour la 10e édition. Je rappelle, Madame Karima Bouchtout, vous êtes donc commissaire du Festival de la musique Sanaa qui va débuter le 3 et ça sera tous les soirs, donc à partir donc, du 3 au niveau du Palais de la Culture. Merci beaucoup à vous. On est arrivé à la fin de l'émission. Ça y est, le générique est arrivé. Il monte. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Demain, vous retrouverez Nour Houda sur cette même place. Et puis moi, on se retrouvera le dimanche, Inch'Allah. Bonne journée et merci à toute l'équipe. Au revoir.